Amélie Rochette, je suis responsable de programme à la direction des grands défis de société. Pour ceux et celles qui nous connaîtraient un peu moins, on est une direction qui relève directement du scientifique en chef, où est-ce qu'on fait surtout de la recherche intersectorielle, de la recherche autrement pour répondre à des grands défis de société. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'avoir pris votre temps de dîner pour vous joindre à nous. Donc, aujourd'hui, on est là pour vous présenter le programme de bourse postdoctorale et doctorale qui vise Anticosti, donc l'île d'Anticosti. Aujourd'hui, on a les partenaires de la Société du patrimoine mondial qui sont avec nous pour vous donner plus de détails. Donc, je vais commencer dès maintenant le partage de la présentation. Donc, je vais laisser mes partenaires se présenter là, quand ils prendront la parole. Avant de commencer, je vais juste vous montrer. Bon, en fait, ce sera pas très long. Donc, notre petit ordre du jour pour aujourd'hui. Donc, on va commencer par vous présenter là, le programme Anticosti et sa nomination comme patrimoine de l'UNESCO, ce qui en fait un site très particulier pour conduire de la recherche. On va vous l'expliquer plus en détail. Ensuite, André Desrochers et Michel Garneau vont vous parler davantage là, des thèmes qui peuvent être abordés dans le programme de bourse. Et finalement, on va finir avec moi là, qui va vous amener quelques éléments plus administratifs, plus généraux par rapport à la bourse et les conditions. Et puis finalement, ben, la parole vous sera cédée pour vos questions. Donc, d'entrée de jeu, je vais céder la parole à mon collègue André Desrochers pour vous parler. Non, excusez-moi. Je vais plutôt laisser la parole à Pascal Daou, là, qui est de la Société du patrimoine mondial là, de l'UNESCO. Donc, je laisse la parole à Pascal. Merci beaucoup, Émilie. Donc, bonjour tout le monde. Comme Émilie l'a dit, mon nom est Pascal Daou et je suis responsable de la recherche pour la Société du patrimoine mondial Anticosti. Donc, merci beaucoup d'être venu au webinaire. J'espère que ça va répondre à vos questions. Juste pour vous donner une petite histoire de quel est mon lien avec Anticosti. Donc, moi, j'ai fait ma thèse de bac et de maîtrise à l'île d'Anticosti avec André Desrochers. J'ai fait mon doctorat dans autre chose, mais on peut toujours se parler de différentes options de projet parce qu'il y en a beaucoup à Anticosti. Le territoire est vaste, il y a plusieurs enjeux particuliers et donc, j'ai bien hâte de voir si ce webinaire-là va vous amener de très belles idées et si, bien sûr, vous avez envie de venir sur l'île. Donc, on peut changer la diapo. Premièrement, qui est la Société du patrimoine mondial Anticosti? En fait, c'est un organisme qui a été fondé en mai 2024, mais les opérations ont seulement commencé en octobre 2024 et c'est un organisme à but non lucratif avec un conseil d'administration. Nous avons une équipe qui est quand même très diversifiée et qui est toujours en croissance. En ce moment, on a 10 personnes dans notre équipe. Donc, il y a moi à la recherche, André Desrochers comme responsable, directeur scientifique, désolé. On a aussi une directrice générale, on a des gens en éducation mise en valeur, en communication. Donc, on a vraiment différents mandats au niveau de la société. Par contre, la mission première de la société est de veiller au maintien de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça se fait grâce à 3 axes d'intervention. Le premier étant la recherche, le deuxième, l'éducation et finalement, la mise en valeur. Donc, on peut, les 3 petits bulles là encore une autre fois et une autre fois. Donc, au niveau de la conservation, juste retourner en arrière. Merci. Au niveau de la conservation, l'île d'Anticosti, en fait, c'est partagé en 3 instances. Donc, il y a nous, la société, mais il y a aussi le ministère de l'Environnement avec les réserves de biodiversité et écologique et finalement, CEPAC Anticosti pour le parc national. On peut aller à l'autre diapo. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Anticosti est situé dans le golfe du Saint-Laurent. Donc, c'est la portion en rouge proche justement de la Gaspésie, donc juste en haut. Et si on regarde la carte à gauche, qui est beaucoup plus rapprochée, on peut voir l'île en plus grand. On peut y voir le village de Port-Meunier, qui est, dans le fond, le seul village de l'île où il y a environ 200 personnes qui y vivent à l'année.
Le site, donc le bien inscrit à l'UNESCO, est en rouge. Donc, celui-ci comprend toutes les rives, rivages de l'île, mais aussi les lits des deux plus grandes rivières, c'est-à-dire Vauréal et Jupiter. On a aussi une zone tampon qui est en jaune, qui, dans le fond, est de 1 km et qui prend en compte l'érosion. Comme vous pouvez voir aussi, le village de Port-Meunier est exclu du bien inscrit. On peut changer la diapo. Donc, Anticosti, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs différents niveaux de protection. Parce que, dans le fond, en faisant une demande au patrimoine mondial de l'UNESCO, il faut reconnaître ce qu'on appelle une valeur universelle exceptionnelle. Il faut ainsi le protéger de façon adéquate. Donc, dans le cas d'Anticosti, on a des réserves écologiques, donc la pointe East, la pointe de l'Est et le Grand Lac Salé. On a aussi le parc national d'Anticosti et maintenant la réserve de biodiversité qui, dans le fond, a été créée justement pour la désignation à l'UNESCO. Et donc, ça fait en sorte qu'on a plus de 1684 km² de zones protégées. Donc, environ un tiers de l'île est maintenant protégée. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, au niveau de la société, on a un conseil d'administration qui est très, très engagé avec des partenaires qui viennent de différents milieux. Donc, ici, on a les logos justement de nos principaux partenaires. On a la municipalité de l'île d'Anticosti, 2 communautés Innu, Equanichit Inutashquan, le ministère de l'Environnement, la municipalité MRC de Magani, le comité scientifique et comité communautaire. On peut changer de diapo. Mais dans tout ça, quel est le lien entre la société et les fonds de recherche du Québec? En fait, c'est que Anticosti est un laboratoire exceptionnel pour avoir une recherche de très grande qualité, mais aussi de calibre international. Donc, la désignation d'Anticosti comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO nous permet d'avoir une visibilité sans précédent pour l'île. Et donc, ça amène un moment charnière dans l'histoire du Québec pour reconnaître la valeur d'Anticosti et ainsi prendre un rôle de leadership dans le développement de la capacité québécoise de recherche sur l'île. Et donc, le but ultime est de promouvoir la recherche sur l'île. Et c'est pour ça que les fonds de recherche du Québec et la société ont créé un partenariat qui vise à favoriser l'émergence d'une relève en recherche intersectorielle avec, bien entendu, le lien entre Anticosti et la valeur universelle exceptionnelle. Et ça se fait grâce à 3 éléments. Donc, en augmentant le nombre de parcours académiques. Donc, quand les FRQ ont commencé, on avait juste le volet post-doctoral. Maintenant, on a aussi le volet doctoral. On veut aussi développer une masse critique de recherche québécoise, c'est-à-dire ramener le plus possible l'expertise au Québec. Par exemple, si je prends la recherche qui se fait sur la première extinction de masse du vivant, donc ordovicien silurien, c'est une expertise qu'on a un peu perdue au Québec. Donc, on aimerait ça le ramener. Et finalement, en déployant une recherche intersectorielle. Donc, c'est très important pour nous. On aime avoir des projets pluridisciplinaires, comme par exemple, cette année, on a eu une chercheuse qui regardait le lien entre les roches carbonatées et les saumons sur Anticosti. Donc, on aime beaucoup ce genre de projet-là. Donc, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions. On entend ton micro. Peut-être maintenant la parole à André Desrochers et Michel Garneau pour la présentation des thèmes. Merci, Émilie. Donc, je vais commencer en premier. Je me présente, André Desrochers, directeur scientifique à la Société du patrimoine mondial d'Anticosti. Je suis aussi un professeur auxiliaire au département des sciences de la Terre et de l'environnement à l'Université d'Ottawa, où j'ai fait toute ma carrière, principalement, mais pas exclusivement sur Anticosti, comme géologue sédimentaire. Donc, ce que j'aimerais faire sur la prochaine diapo, c'est vous parler un peu du programme, mais surtout des thématiques. Donc, cette année, les bourses, aussi bien le volet doctoral que postdoctoral, portent principalement sur un premier thème qui est la géologie sédimentaire liée à la première extinction massive de la vie à la fin de l'Ordovicien. C'est la valeur universelle exceptionnelle. Dans un instant, je vais dire un mot là-dessus. Et le deuxième thème est la biodiversité et géodiversité au sein d'un réseau d'aires protégées.
Et aussi, il y a une note vraiment importante, c'est que toute autre candidature, au-delà de ces thèmes-là, va être évaluée à son mérite, pourvu qu'elle intègre de manière substantielle les spécificités de milieu de vie anticossien. Puis on va revenir là-dessus un peu plus tard, après la présentation de Michel. Puis cette note-là s'applique en fait à toutes les thématiques, aussi bien la première que la deuxième, liée à la géologie, biodiversité et géodiversité. Donc, c'est une note importante et il y a des attentes particulières lorsqu'on travaille en Anticosti. On va revenir là-dessus dans un instant. Donc, ce que je pense qui serait peut-être intéressant pour vous, c'est de donner une idée un petit peu des projets de recherche en cours qui sont financés par ce programme Anticosti FRQ. Le volet postdoctoral, pour l'instant, on a eu 5 chercheurs postdoctoraux dans le passé. Ceux qui sont en cours, c'est le docteur Peyton Thomas qui met une recherche sur les liens entre la biodiversité, géodiversité des bassins versants, qui s'intéresse au cycle biologique des salmonidés, donc saumon, ombre de fontaine, qui sont présentes dans plusieurs rivières de l'île. Il y a aussi le docteur Barbosa Noga qui est à l'UQAM, dans ce cas-ci, qui s'intéresse aux palynomorphes non polliniques, donc ce qui n'est pas les spores, mais qui sont vraiment des témoins importants de la dynamique paléoécologique plutôt récente de l'île d'Anticosti. On parle siècles, voire millénaires. Donc, les changements paléoclimatiques, aussi, on peut voir jusqu'à un certain point comment est l'interférence de l'humain sur ces milieux-là. Donc, voilà pour le volet postdoctoral en cours. Sur la prochaine diapo, on peut voir le volet doctoral. Évidemment, c'est un nouveau volet, donc c'est nos 3 premiers. Ce sont tous des candidates là, aux doctorantes qui travaillent à la fois sur le premier, sur la thème 1, essentiellement de la géologie de l'extinction massive de la vie. Claire Mussageau qui est à McGill. Il y a aussi une étude qui s'intéresse beaucoup à l'aspect biodiversité des bourdons, hein, parce que il y a des problématiques avec les bourdons sur Anticosti, donc développer une stratégie de conservation. C'est la doctorante Amélie Morin qui est à l'Université Laval. Et un autre volet postdoctoral, c'est celui qui cherche à caractériser des échouements de macroalgues, de flux de carbone associés à ces macroalgues qui entourent Anticosti. Et c'est une doctorante qui est à l'UQAM qui s'appelle Anaëlle Anquet. Donc voilà. Un peu. Donc, rapidement, je ne vais pas revenir sur ce que Pascal a dit, mais essentiellement, vous voyez en rouge ce qui est le site du patrimoine mondial ainsi que sa zone tampon. Et on peut voir que le site du patrimoine mondial est à l'intérieur d'un réseau, d'un consortium d'aires protégées et que ce réseau-là, évidemment, sert à la fois de protection, de conservation des éléments de géodiversité, de biodiversité. Mais il y a aussi un élément important, c'est pour regarder Port-Meunier, c'est le seul village avec 200 résidents permanents qui occupe l'île. Donc, l'île qui est la plus grande île du Québec, qui a des vocations à la fois récréo-touristiques, de chasse, la pêche. Dans un passé pas si lointain, il y avait de la foresterie. Donc, il y a des enjeux pour les gens qui vivent, évidemment, sur Anticosti, liés à cette occupation du territoire. Sur la prochaine diapo, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. C'est quoi la valeur universelle exceptionnelle pour rendre ça un peu plus concret? Donc, c'est la déclaration de cette valeur-là qui a été entérinée pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, Anticosti, c'est vraiment le meilleur laboratoire du monde pour étudier la première extinction massive du vivant. Ça a eu lieu à la fin de l'Ordovicien. Donc, on y retrouve sur Anticosti des successions stratigraphiques importantes. Puis aussi, on a un registre fossile, donc fossilifère le plus complet de la vie marine de cette époque-là. Puis, j'attire votre attention sur la dernière phrase qui est quand même importante, c'est que l'abondance, diversité, l'état de conservation des fossiles sont exceptionnels puis permettent vraiment un travail scientifique de classe mondiale. Sur la prochaine diapo, juste pour vous montrer un peu ce qui a été évalué par l'UNESCO, c'est qu'on travaille sur cette valeur universelle exceptionnelle depuis longtemps, depuis 1850. Les premiers géologues, les premiers paléontologues au Canada ont travaillé sur Anticosti, ont déjà identifié cette
valeur particulière. Puis on peut voir, si on regarde en haut du diagramme dans les années 2000, 2010, 2020, on peut voir que vraiment, c'est vraiment la communauté internationale qui s'intéresse à Anticosti. Donc voilà. La société a même son propre incubateur de recherche qui cherche à valoriser les recherches sur cette valeur universelle exceptionnelle. Et c'est surtout pour aller chercher ce partenariat à l'international. Donc, les collègues qui participent dans cet incubateur de recherche sont à l'extérieur du Québec, au Canada, aux États-Unis, un peu partout en Europe. Voilà. Donc, rapidement, pour vous permettre de visualiser à quoi ressemble Anticosti d'un point de vue géologique. Donc, on est sur la côte nord d'Anticosti, dans le site du patrimoine mondial, mais aussi dans le parc national d'Anticosti. Donc, on peut voir que les strates fossilifères sont superbement bien exposées. Donc, on a un enregistrement stratigraphique 10 millions d'années avant, pendant et après l'extinction massive de la vie. C'est unique au monde. Sur la prochaine diapo, on peut voir aussi que la qualité des fossiles est incroyablement bien préservée. Les fossiles comme le crinoïde, qui va être complètement articulé, sont souvent des fossiles difficiles à voir, mais sur Anticosti, ils sont bien préservés, donc on est capable d'identifier des espèces. Mais sur la prochaine diapositive, ce qui est encore plus courant, c'est qu'on va aussi avoir accès aux populations, aux communautés. Autrement dit, on est capable de reconstruire tous les paléo-écosystèmes marins de l'époque, avant, pendant et après l'extinction. Aussi, un aspect qui est de plus en plus innovant, c'est que ces fossiles-là, lorsqu'on regarde leur composition chimique au niveau isotopique ou d'éléments chimiques, ils nous renseignent sur le milieu de vie où ces fossiles se sont développés. Hein. Sur un fond marin, on peut même reconstruire les températures, les conditions d'oxygène sur le fond marin à l'échelle locale ou globale. Donc, c'est assez éclairant là, pour essayer de trouver non seulement d'écrire cette extinction massive, mais aussi les causes. Donc, voici un peu là, de façon très sommaire ce qui touche au thème 1, lié à sa valeur universelle exceptionnelle. Puis, je vais laisser la place à Michel. Merci, André. Bonjour tout le monde. Je suis Michel Garneau. Je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal. Et moi, je m'intéresse aux tourbières principalement. Alors, les travaux que j'ai réalisés déjà à l'île d'Anticosti étaient sur la documentation des tourbières sur la pointe sud-est, mais il y reste encore beaucoup de travail à faire pour les personnes qui seraient intéressées à développer d'autres projets de recherche. Alors, c'est sûr que après avoir entendu André et vraiment la portée, je dirais la portée scientifique et l'échelle des temps géologiques de l'axe 1. Quand on rentre dans l'aspect biodiversité, géodiversité, on change d'échelle temporelle, mais quand même, on est capable de avoir des questions de recherche qui sont très intéressantes pour élucider l'histoire du climat, je vous dirais, autour principalement depuis les 10 derniers 1000 ans. Alors, les tourbières, si on regarde les tourbières sur l'île d'Anticosti, si on regarde la carte dans la partie inférieure gauche de la diapo, ce sont les teintes jaunes qui vont nous donner la distribution des tourbières sur l'île et on voit que sur la partie dans la pointe sud-est, c'est l'endroit où il y a une concentration beaucoup plus importante. Les tourbières, ils vont couvrir environ 25% du territoire de l'île d'Anticosti, ce qui n'est pas banal quand on considère que pour l'ensemble du Québec, les tourbières vont couvrir environ 17% de l'ensemble du territoire. Puis, ils jouent quand même un rôle, une position centrale dans le golfe du Saint-Laurent pour être capable de reconstituer les conditions climatiques, mais aussi être capable de reconstituer les fluctuations dans la circulation océanique qui, par ricochet, ont influencé le climat.
Au total, on a estimé, nous, on a documenté seulement pour le moment 2 tourbières dans la Pointe-Est. Alors, la tourbière de Pointe-de-l'Est et la tourbière Pluvier. Et seulement sur les dômes centraux de chacune des 2 tourbières, on estimait qu'il y avait plus de 13 000 tonnes de carbone qui étaient déjà accumulées dans ces tourbières-là. Alors, l'idée de continuer à être capable de documenter la valeur des puits de carbone dans les tourbières de l'île d'Anticosti serait vraiment quelque chose qui serait très, très bien accueilli. Là, on va prendre l'autre diapositive, s'il te plaît. Alors, oui, les tourbières, contiennent beaucoup de carbone, contiennent aussi des archives paléoécologiques, des archives paléoclimatiques intéressantes, mais aussi sont caractéristiques d'une importante biodiversité végétale et elles rendent d'importants services écosystémiques à la population. Dans les services écosystémiques, on peut parler, c'est sûr que la captation du carbone, quand je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de carbone qui avait été entreposé dans les dômes centraux, la captation du carbone par les tourbières est un service écosystémique extrêmement important parce que ça aide à atténuer, à limiter, à absorber le carbone qui est dans l'atmosphère et à l'entreposer dans les sols des tourbières. Mais quand on regarde pour des activités plus quotidiennes, en service écosystémique, pour la population, on sait que les tourbières sont prisées pour la cueillette de petits fruits. Elles vont avoir aussi une grande valeur esthétique pour les gens qui sont allés. Une fois qu'on est allé dans une tourbière, c'est sûr que ce sont des paysages qui nous marquent. Par leur beauté, par la grandeur de leur territoire aussi, des paysages qui sont ouverts, extrêmement intéressants. Alors, une grande valeur récréative, éducative et même spirituelle aussi par rapport à ce que je viens de vous mentionner sur le fait que quand on va dans des tourbières, on reste avec une image et un souvenir qui est assez marquant. Ce sont aussi des milieux qui servent d'aire d'alimentation et de nidification pour la faune, nidification pour la faune ailée, alimentation pour la faune ailée pour les oiseaux, mais aussi pour différents types d'herbivores comme le chevreuil qui est extrêmement important, qui a une population extrêmement importante sur l'île. L'autre diapo, s'il te plaît. Alors, dans les archives paléo-environnementales, nous, avec l'étude qu'on a réalisée, on a été capable d'obtenir des données. Là, je vais vous présenter des données sommaires que la mise en place des 2 tourbières sur la pointe sud-est s'est fait entre 9400 ans et 6200 ans avant aujourd'hui. Alors, on a quand même une longue histoire climatique de la période Holocène, c'est-à-dire la période qui englobe le départ des glaces, là, qui fait que c'est la période dans laquelle les humains, les Québécois occupent le territoire. On a été capable de faire des liens importants, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le développement des tourbières et les variations du climat et de la circulation océanique. Et aussi, ce qu'on a été capable de voir et d'émettre comme hypothèse, c'est que l'île d'Anticosti serait le refuge d'un pergélisol relique et ce serait le pergélisol le plus au sud qui persisterait encore depuis le dernier épisode froid qui correspond au petit âge glaciaire, mais qui correspond à la limite la plus au sud de l'hémisphère nord pour la distribution du pergélisol. Et on peut voir dans l'autre image que Marie-Pierre va nous montrer. Ici, on peut voir les superficies blanchâtres qui sont recouvertes et qui sont bombées, recouvertes de lichen. Ce sont des milieux indicateurs de présence de pergélisol et qui se trouvent dans la pointe sud-est. Alors, c'est une archive climatique qui est extrêmement importante et qui aussi relève un aspect d'originalité puisque à cause de la position la plus au sud de distribution du pergélisol pour l'ensemble de l'hémisphère nord. Alors, les tourbières vont constituer des... si tu veux retourner peut-être, mais Marie-Pierre,
des écosystèmes qui sont uniques pour la mise en valeur du patrimoine naturel de l'île d'Anticosti et aussi pour la contribution scientifique qu'elles fournissent à partir de l'analyse de différents indicateurs contemporains et passés. Cette fois-ci, par les tourbières, ben, naturellement, c'est du passé récent et non pas du passé aussi lointain que ce qu'André nous a présenté tout à l'heure. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'importe quelle question sera la bienvenue. Merci, Michel. Je vais repasser la parole à Pascal qui va nous parler de la prochaine diapositive. Là. Je te laisse la parole, Pascal. Parfait, merci. Donc, là-dessus, vous pouvez voir que c'est un partenariat avec, entre autres, la Société du patrimoine mondial Anticosti, les fonds de recherche et le ministère de l'Environnement. Donc, on peut voir qu'il n'y a pas si longtemps, on avait une réserve de biodiversité projetée, mais aujourd'hui, elle est vraiment mise en place. Et ça, c'est pour protéger ce qu'on appelle la valeur universelle exceptionnelle, donc ce que André vous a présenté comme définition. Et c'est sûr que ça va bien avec le thème 1, les projets au niveau de la géologie, c'est la valeur universelle exceptionnelle. Mais si jamais vous avez des projets qui touchent un peu à tout, comme André disait, si c'est bien expliqué, c'est bien mis en place, tout va être évalué. Et donc, par la même occasion, n'hésitez pas à soumettre tous vos projets, puis nous, on va faire l'évaluation. Mais pas moi, là. Les gens vont faire l'évaluation et comme ça, moi, je vous dis, si vous avez une idée de projet, n'hésitez vraiment pas. Et aussi, n'hésitez pas à nous poser vos questions parce qu'on ne sait jamais. Ça se peut qu'il y ait des choses qui soient un peu moins bien comprises, mais c'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup, Pascal. Donc, en fait, je vais laisser la parole à André pour vous expliquer un peu les spécificités de prévoir, en fait, un projet, puis comment bien se préparer à un projet que vous voudriez effectuer là, sur l'île d'Anticosti, qui a des particularités quand même plusieurs particularités. Donc, je laisse la parole à André pour cette partie-ci, puis je vais vous revenir rapidement avant de conclure là, pour les détails plus administratifs du programme. Donc, merci beaucoup, Émilie. Donc, évidemment, Anticosti est particulière. Hein? Il y a des attentes spécifiques lorsqu'on veut soumettre une candidature au programme Anticosti FRQ. Anticosti, oui, c'est un territoire de recherche exceptionnel, mais il est exigeant du point de vue de la logistique. Puis aussi, les projets doivent s'adapter au contexte. Donc, j'ai essayé de mettre de façon assez schématisée là, quatre éléments qui vont vous permettre peut-être de mieux cerner ces attentes-là, puis de les inscrire dans le dépôt de candidature. Un aspect intéressant, je crois, c'est que consultation, ce que ça veut dire, c'est essayer d'impliquer dès le départ des chercheurs qui connaissent le contexte local, que ce soit une thématique plus scientifique et s'il y a des candidatures, par exemple, sur des aspects autres, assurez-vous dès le départ que vous avez une bonne connaissance du contexte social. Si c'est quelque chose qui est en lien peut-être avec un aspect un peu plus sociétal, vous avez affaire avec un endroit Anticosti où il y a un seul village, hein, la plus grande ville du Québec avec un village de 200 résidents permanents qui sont confrontés à des enjeux d'aménagement du territoire, des enjeux de développement touristique, etc. Donc, il est vraiment important pour vous de vous impliquer, d'impliquer dans le départ des chercheurs qui connaissent ce contexte-là. On peut vous aider à vous mettre en lien avec des chercheurs. Il y a aussi une expertise à l'intérieur de la Société du patrimoine mondial Anticosti qui peut être très utile au niveau de la logistique, puis en amont de toute proposition de candidature. Il faut réfléchir à l'accès. Hein? Anticosti, l'accès est plutôt limité. C'est des déplacements saisonniers qui sont dépendants de la météo. Il y a aussi de l'hébergement sur l'île qu'il faut planifier.
Donc, encore là, la Société du patrimoine mondial Anticosti peut vous aider. On peut certainement contribuer parfois à l'hébergement ou faciliter certains déplacements. Vous devez prévoir dans votre budget, évidemment, des coûts plus élevés, à la fois pour les travaux sur le terrain, parce que les thématiques de recherche demandent une composante terrain. Donc, par rapport à des travaux qui se font sur le continent, si on veut utiliser ce terme-là, ben, il faut avoir une marge pour des imprévus. Puis une chose particulière aussi, finalement, donc la diffusion des connaissances. Ton micro s'est fermé, j'ai bizarrement. malheureusement OK, parfait. touché à mon... donc, je reviens sur le dernier point, la diffusion, qui est un aspect particulier à l'attente, en termes d'attente spécifique. C'est qu'on s'attend à ce que vous partagiez les résultats sous différentes formes, présentations, médias sociaux, entrevues avec la communauté. Donc, une diffusion du savoir vers le milieu d'accueil. Voilà, de façon assez schématisée, là, quand même, certaines attentes qui devraient être prises en compte là, en amont de votre réflexion. Voilà. Merci beaucoup, André. Évidemment, ces choses-là n'ont pas besoin d'être toutes réglées avant le dépôt de votre candidature, mais le fait de se préoccuper de ces choses-là vont rendre possiblement votre projet aussi plus concret, puis va pouvoir vous permettre de tester la faisabilité. Des fois, vous pouvez avoir une très bonne idée, mais considérant les particularités qui ont été nommées, ben il peut y avoir des défis spécifiques qui sont à tenir en compte dans la planification de votre projet. Donc, comme le dit André, c'est bien d'essayer de le faire en amont. Je termine avec les détails un peu plus spécifiques, administratifs du programme. Donc, pour le volet doctoral, les candidatures qui sont admissibles, pour être admissibles au programme, il faut que vous soyez inscrit au programme de doctorat dans une université québécoise à la date de clôture du concours. C'est une bourse de 12 000 $ avec un supplément qui peut aller jusqu'à 10 000 $ pour appuyer votre projet de recherche, donc qui inclut les éventuels déplacements à l'île d'Anticosti. Dans tous les cas, évidemment, on s'attend à ce qu'un aspect terrain soit très présent dans les projets et, comme le mentionnait André, qu'il y ait une communication vers la communauté anticostienne qui est toujours très intéressée par les résultats là, des recherches qui sont menées sur le territoire. Pour le volet postdoctoral, donc pour être admissible, il faut avoir un doctorat de 3e cycle qui est émis dans les 3 dernières années en partant de l'année d'ouverture du concours. Et puis, vous êtes admissible si vous avez pas encore votre diplôme, mais que vous avez procédé au dépôt initial là, de votre thèse avant le début de l'utilisation de la bourse. Donc, si vous n'avez pas encore déposé votre thèse, vous pouvez quand même déposer votre candidature, mais il faut que le dépôt initial soit fait avant le début des travaux du stage postdoctoral. Et aussi, il faut avoir pris des arrangements là, au préalable avec une université ou un établissement de recherche québécois. Pour le volet postdoctoral, c'est une bourse de 45 000 $ qui est renouvelable pour une année supplémentaire, avec un supplément de 25 000 $ par année là, pour appuyer le projet de recherche, dont les déplacements. Le 25 000 $ est versé là, à l'université, tandis que la bourse est versée directement aux candidates. Alors, petit rappel, excusez-moi, la diapositive, il y a eu un problème pardonnez-moi, donc c'est le 21 octobre, on ne devrait pas voir 20 février, mais bien le 21 octobre, la date de clôture. L'évaluation des demandes va se faire en novembre, et puis l'annonce des résultats va se faire au mois de décembre, donc le début du stage se retrouve là au début de l'année 2026. Donc, j'ai également ajouté le lien vers le webinaire de l'an dernier qui présente grosso modo la même chose qu'on a présenté aujourd'hui, mais dans lequel on a aussi des témoignages là, de boursiers et de superviseurs de stage. Donc, on va vous copier également là, le lien dans la conversation. Donc, maintenant que j'ai terminé, la parole est à vous.